Et alors, donc, comme on s'était mis d'accord un peu sur une réflexion sur la problématisation et en particulier sur finalement en quoi est-ce que c'est quelque chose d'intéressant de formateur sur les élèves. D'où le titre, d'abord qui met l'accent, je dis qu'il focus, je vais avoir une espèce de façon, qui met l'accent sur deux types de situations, les situations problèmes et les questions socialement vives, bon, parce que ce sont des situations sur lesquelles j'ai travaillé, et en même temps, qui met l'accent aussi sur le fait que ça représente toujours un risque pour l'enseignant. Et c'est là-dessus que je terminerai à la fin pour essayer de réfléchir sur, effectivement, l'enseignant qui se met à faire ce genre de situation, il ne se met pas en difficulté, mais il sort de sa plage de confort. Et donc, effectivement, il faut être vraiment convaincu que ça sert à quelque chose pour les élèves, parce que sinon, pourquoi sortir de sa plage de confort alors qu'on est si bien dedans, quoi. Alors oui, ça c'est un peu mon problème. Ça ne marche pas avec la flèche. Voilà. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est juste, j'ai mis une bibliographie parce que ça peut toujours être utile, mais c'est juste pour que vous voyez qu'en fait j'ai commencé à travailler sur ces thèmes-là en 1993, et même si la dernière référence c'est 2011, je n'ai toujours pas fini. Donc en gros, j'ai une vingtaine d'années de travail là-dessus, même si ça n'a pas été tout le temps mon objet de travail. Et du coup, c'est extrêmement difficile de le faire ça en 40 minutes, en gros 20 ans de travail, 40 minutes de présentation. Et en plus, je me suis appuyée, alors je ne sais pas, il y a une diapo qui a sauté. Je me suis appuyée aussi sur des travaux faits par un certain nombre de collègues qui sont publiés au fur et à mesure, éventuellement dans le diaporama, j'ai mis les références. Hein. Donc Laurence de Coq, Sylvain Douceau, Pierre Kessas et Yannick Mével. Alors Laurence de Coq, Sylvain Douceau, Pierre Kessas, qui sont didacticiens ou qui ont été étudiants en recherche en didactique, et Yannick Mével, qui est donc formateur d'enseignants, c'est un formateur un peu et un enseignant un peu particulier parce qu'il a beaucoup travaillé évidemment comme enseignant. Hein, il était encore enseignant à plein temps jusque l'année dernière, mais en même temps il est au cahier pédagogique. Donc, c'est quand même un profil d'enseignant qui n'est pas exactement l'enseignant le plus fréquent. Ceci dit, j'ai aussi emprunté des exemples à des enseignants dont je suis allée observer les cours, voire à des étudiants qui ont tenté de faire des choses dans leurs cours. Donc, tout part des élèves. Alors, de façon un peu paradoxale, parce que si vous avez lu un peu ce que j'ai fait, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ce qui se passe dans les classes, sur l'enseignement. Mais quand je travaille sur l'enseignement, c'est aussi avec l'horizon de changer l'enseignement éventuellement comme formatrice pour changer les apprentissages. Et donc, en fait, ma préoccupation première, c'est une préoccupation vraiment de prendre en compte les apprentissages des élèves. C'est quelque chose que j'avais en tête comme enseignante, que j'ai conservé en tête comme chercheur. Et surtout, je me suis de plus en plus intéressée, non pas en tant que telle aux résultats de l'apprentissage, mais au processus. Évidemment, en réalisant cette chose évidente, c'est que si on ne s'intéresse pas au processus, on va avoir du mal à modifier les résultats. Et plus particulièrement, c'est un intérêt que j'ai développé, c'est pareil, enfin, sur mes 20 ans de recherche, du rapport entre les apprentissages comme processus et des finalités. D'un côté, les finalités intellectuelles, alors on dirait maintenant d'une certaine façon la formation aux compétences, hein. On pourrait dire la formation au mode de pensée également, la formation au maniement des concepts par exemple, la formation au maniement des catégories comme le temps et l'espace, vous voyez, des choses de ce type, et en même temps aux finalités éthiques et civiques, c'est-à-dire que je prends au sérieux le conseil ou l'injonction qui est faite en France de développer la formation du citoyen, de développer l'adhésion aux valeurs de la République à travers l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Alors, on n'a pas comme vous, histoire et éducation à la citoyenneté, mais les finalités de l'histoire-géographie, depuis au moins 1902, ça fait quand même un bail, ce sont des finalités qui incluent la formation du citoyen et en particulier la formation d'un citoyen critique. Même si dans les faits, c'est comme ça que ça se passe.
Donc du coup, ben voilà, ça, je pourrais formuler un peu la question qui m'a servi de fil conducteur là-dessus, comment favoriser un apprentissage intellectuel critique nécessaire aux citoyens contemporains. Et je pars donc en fait aussi, ça marche, oui, d'un constat extrêmement critique sur le fonctionnement usuel des cours d'histoire-géographie en France. Alors, c'est pas évident que ça soit transférable au Québec. Encore qu'un certain nombre de mes amis didacticiens locaux m'aient dit que c'était pas forcément si éloigné. Bon. Alors, des cours, massivement des cours. Alors, je mets cours dialogués. Maintenant, de plus en plus, les cours dialogués sont entrecoupés d'exercices relativement brefs. Des exercices qui durent entre 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que on ne va pas demander aux élèves de construire des significations. On ne va pas demander aux élèves de faire des efforts. Hein? On va demander aux élèves, finalement, de prélever quelques informations, et c'est l'enseignant qui va utiliser ces informations après pour construire quelque chose d'un peu plus développé, d'un peu plus cohérent. Ce qui fait que les élèves ne construisent pas donc de signification. Alors, un exemple, parce que c'est à la limite de la caricature, mais malheureusement, ça n'en est pas une. On va demander systématiquement, quand on prend un document historique, quelle est la date, quel est l'auteur, quelle est la nature du document. Puis on n'en fait rien. Une fois que les élèves ont bien répondu, ça ne sert plus, sauf si l'auteur s'appelle Hitler, là ça servira un peu. Mais sinon, ça ne sert plus après dans la réflexion sur le document. Donc c'est un rituel, mais ça ne permet pas à l'élève de s'approprier un enjeu, ça ne permet pas à l'élève de construire une signification. Et donc, du coup, on a des exercices qui sont fondés sur des prises d'informations, puis une question de synthèse, avec quelque chose qui a été très très bien mis en évidence par un collègue qui en fait est sociologue, qui s'appelle Stéphane Bonnery. Je vous ai mis les références de son article en bas à droite. Et il a montré que qui ont participé tous les élèves et de faciliter finalement l'enrôlement dans le cours de tous les élèves, vont poser les questions faciles aux élèves en difficulté et les questions un peu plus complexes, les questions de synthèse aux élèves qui, eux, sont en situation de réussite. Du coup, ça a deux effets pervers. Le premier, c'est qu'évidemment, ça creuse les écarts, puisque jamais on ne demande aux élèves en difficulté, finalement, un effort qui les amènerait à sortir d'eux. Et d'autre part, en fait, ça les empêche de percevoir que la question n'est pas du même ordre. Parce que du coup, évidemment, l'élève en réussite va faire correctement, l'enseignant va continuer, comme il le fait pour les autres questions. Et donc, la nature même de l'activité intellectuelle qui est derrière va rester complètement masquée. Et là encore, ça permet finalement, si j'ose dire, de maintenir une sélection, alors même que l'enseignant n'a pas du tout cette visée. C'est en ce sens que c'est un effet pervers des pratiques. Alors, Bonnery, pour le situer, c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'équipe ESCOL, hein, qui est originaire de l'équipe ESCOL, donc une équipe qui travaille justement sur les inégalités socio-cognitives, je dirais, à l'école. Donc, du coup, on a un type de fonctionnement qui pose énormément de questions quand on s'intéresse aux apprentissages des élèves, puisqu'on a l'impression qu'en fait, le cours fonctionne, les élèves participent, mais est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Ça reste par contre encore à voir. Donc, on a un savoir qui est un savoir réifié, en fait, l'enseignant donne un savoir à apprendre, voilà, puis il faut apprendre le savoir tel que. D'autre part, la problématisation qui existe quelquefois dans les cours, c'est une question que le prof donne au début, et puis c'est juste une forme d'introduction, et quelquefois c'est pas du tout une problématisation. Ça va donner des choses du genre pourquoi Christophe Colomb est-il parti? Bon, voilà, puis après on fait la liste des pays, puis voilà. Donc ça organise le plan de cours, mais ça fait pas sens, quoi, quelque part. Et les élèves ne sont pas amenés du tout à être dans une position critique, ils sont amenés à adhérer au savoir qui doit être présenté par l'enseignant. Donc
Hornberg parle de savoir aseptisé, moi je parle plus souvent peut-être de savoir neutralisé. Odigier, dans ses analyses, parle d'un refus de tout ce qui divise, donc quelque chose de très consensuel, de très lissé, de très peu problématisé en fait. Et donc les élèves obtiennent des réponses aux questions qu'ils ne se posent pas. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas forcément ce qui est, disons, la base de l'apprentissage pour nous, enfin je suppose. Sauf que quand on creuse un peu la conception de l'apprentissage sous-jacente pour les enseignants français, hein, je continue à travailler, évidemment, moi j'ai travaillé sur les enseignants français, on va avoir 3 éléments qui vont ressortir. On va avoir ce que j'ai figuré par une image qui s'appelle germination. On met la graine du savoir. La graine du savoir va germer progressivement, va pousser des racines. Donc la réflexion va s'enraciner à partir du savoir et les valeurs, les comportements vont s'épanouir, là encore, à partir du germe du savoir. Mais fondamentalement, c'est le développement naturel pour les enseignants. Si la graine du savoir atteint l'élève, si elle tombe dans un terreau favorable, disent certains quelquefois, d'où mon image, à ce moment-là, quand ils seront plus grands, ben, ça va aller. Ils vont comprendre, ils vont savoir ce qui se passe. Ce qu'a mis en évidence Nicole Lautier, les bases d'abord. Donc les faits principaux, voilà. Et le troisième élément, il faut motiver les élèves. Et motiver les élèves, ça veut dire leur offrir des trucs qui les accrochent un peu, donc un document, une vidéo. C'est pas les motiver intellectuellement au sens les amener à relever des défis intellectuels. C'est les motiver avec simplement des choses, si je suis très très méchant, je dirais racoleuses. Mais là, c'est très très méchant comme expression. Donc du coup, on est dans une conception de l'apprentissage qui est totalement disjointe par rapport aux conceptions des didacticiens. Mais elle est beaucoup plus simple. Elle est plus simple, en fait. Elle est très enracinée, elle aussi, dans le sens commun professionnel. Donc moi, je pars plutôt de 4 postulats. Alors là, je ne vous ai pas mis les auteurs parce que je pense que vous allez, sauf parce que j'ai mis une citation de Morin à la fin. Le postulat d'éducabilité, toute personne est éducable. Ce n'est pas une question de don ou de culture d'origine. Le savoir se construit dans l'interaction sociale, mais tout apprentissage est une construction, même quand il y a un cours magistral. Même quand l'élève est en apparence simplement en train d'écouter, s'il apprend quelque chose, parce qu'il construit quelque chose. Une mise en relation, une interprétation. Tout apprentissage nécessite un effort. Alors ça, j'ai beaucoup de mal avec mes étudiants à leur faire comprendre qu'un apprentissage nécessite un effort. Donc, la comparaison que je prends systématiquement, c'est quand vous avez appris à marcher. Donc ça, ils ne s'en souviennent pas trop, sauf ce coup des petits. Quand vous avez appris à nager, quand vous avez appris à... Voilà. Et leur rappeler que sur des apprentissages physiques, il y a un moment où il faut sortir de ces habitudes, sans quoi on n'y arrivera pas. Donc, du coup, il y a un effort à faire, c'est pareil pour les apprentissages intellectuels. Et la connaissance nécessite la mise en relation, l'organisation, la contextualisation des informations qui, elles, ne constituent que, j'aime beaucoup cette formule de Morin, des parcelles de savoir dispersées. Donc si nous donnons aux élèves des informations sans qu'ils aient à faire la mise en relation, l'organisation, la contextualisation, eh bien ce qu'ils auront reçu, ce sont des parcelles de savoir dispersées qu'ils vont peut-être mémoriser, mais en faisant une mise en relation qui sera aléatoire, finalement, du point de vue de l'enseignant. Alors, non, réponse. Bon, est-ce que jusque-là, il y a des questions, des réactions par rapport à tout ça? C'est limpide. C'est limpide. J'ai une question, mais ça peut peut-être être plus tard, je sais pas, comme vous voulez. Allez-y, on verra. Dans la diapo précédente, vous parliez des bases d'abord. Puis, par le fond, vous sembliez être critique par rapport à tous ces différents postulats-là. Mais je me demande, souvent, c'est ça qu'on va entendre des maîtres, soit des futurs maîtres ou des maîtres dans les milieux, c'est de dire qu'ils sont capables de faire, par exemple, de faire des opérations intellectuelles liées au travail des historiens, parce qu'ils n'ont pas des bases de connaissances. Et vous, où est-ce que vous tracez la limite? Est-ce qu'on peut commencer immédiatement avec ce travail intellectuel-là, de faire ce travail-là, ou est-ce qu'il faut avoir un nombre X de connaissances? Là, la diapo. Ah, ben voilà. Bravo.
Alors, j'ai pris simplement 3 diapos, je vais pas vraiment les commenter, sauf situer éventuellement si nécessaire. Donc là, c'est dans une classe primaire multiniveau, ça veut dire qu'il y a en fait à la fois ce qu'on appelle les CE2, les CM1, les CM2, et les élèves qui sont chargés de travailler sur le rôle des femmes après la guerre, ce sont des élèves de 8-9 ans. Donc, celles dont j'ai retranscrit les choses ici, ce sont des élèves de 8-9 ans. Et donc, ils ont 2 photos et un texte. Hein, bon, c'est tout petit, parce qu'effectivement, 8-9 ans, le texte très court. Voilà. Donc, maître, tu t'es trompé, tu nous as donné une image, c'est pendant la guerre. Donc, on a des élèves de 8-9 ans qui déjà, alors, ils sont entraînés, hein, je veux dire, c'est pas leur première situation, sont suffisamment attentifs à la question de la date d'un document historique pour dire, si tu veux qu'on travaille sur les années 20, une photo de 1917, c'est bizarre. Donc, maître, tu t'es trompé. Bon. Et le maître répond non, non. Ah, comme le maître ne s'est pas trompé, il faut qu'il comprenne pourquoi. Et là, ils vont commencer à formuler des hypothèses. Alors, j'ai fait des coupures, hein, parce qu'ils vont commencer à formuler des hypothèses. Pourquoi, finalement, est-ce que ça, c'est encore pertinent pour travailler, enfin, ils ne le disent pas comme ça, après la guerre. Et puis, ils arrivent à l'hypothèse, bah, c'est peut-être que ça a commencé, et puis que ça a duré après. Donc, ils commencent à manier du temps. Alors, les femmes, elles ont continué à faire ça. C'est plutôt un travail d'homme. Gros problème. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce que ça déclenche une mise en relation avec ce qu'ils ont appris sur la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de morts. Donc, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, donc il y a trop de morts. Donc, les femmes continuent à faire ce travail. Et puis, ça continue de façon assez amusante parce qu'ils la voient en noir et ils se demandent si c'est parce qu'elle est veuve et qu'elle remplace son mari, ou bien si c'est parce qu'effectivement, c'est pas salissant. Donc, on a sur des enfants de 8-9 ans, alors, qui ont été, encore une fois, entraînés par leur maître, qui se posent des questions sur la validité d'un document historique, qui se posent des questions sur l'interprétation d'un document historique, qui font des mises en relation entre connaissances pour formuler une interprétation. Je trouve qu'à 8-9 ans, c'est pas mal. Et puis, deuxième exemple. Ça a été publié, ça, je ne sais pas si ça a été publié dans le détail. Ça faisait partie des situations qu'on avait, nous, observées quand on avait fait la recherche sur l'école élémentaire chez les maîtres innovants. Mais je ne sais pas si on en a mis le détail dans la publication, parce que c'était une publication de 2000... c'était quelle année? C'était 2002 ou 2003, donc là... moi, j'ai gardé les sources. Donc, alors, deuxième exemple. Encore une fois, c'est des enfants qui n'ont pas beaucoup de connaissances historiques, hein, je veux dire, à 8-9 ans ou à 10 ans. À 10 ans. Alors, 10 ans, ça a été publié, pour le coup, dans le... À la fois, d'ailleurs, il y a eu un article dans le cartable de Clio, et puis c'est publié dans l'ouvrage de Douceau. Voilà, donc je vous laisse regarder. Oui, donc 10 ans, le basculement de la réponse de sens commun, ben, c'est la force, ou bien ils sont salariés, à l'idée qu'il y a une relation d'interdépendance. Et la première évolution, le paysan, le seigneur ne peut pas tuer les paysans, c'est complètement dû aux élèves. C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves, d'un seul coup, il y en a un qui dit, ben, enfin, attends, s'il les tue, comment il va se débrouiller après, hein, bon. Et puis, le deuxième, si je me souviens bien, il y a un moment où il y a un élève qui dit, ben,
ils avaient qu'à construire eux-mêmes un moulin, quoi. Enfin, et puis là, quand même, le professeur dit, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Et alors, il y a ceux qui disent, ben non, on n'avait pas le droit, puis il y a ceux qui disent, ah ouais, mais est-ce qu'ils ont les moyens? Enfin, est-ce qu'ils ne sont pas assez riches pour ça? Et là, du coup, ah oui, alors peut-être qu'en fait, ils ont besoin quand même du Seigneur. Et c'est assez intéressant de voir comment, ben là, il n'y a que la moitié de la classe qui bascule là-dessus. Il n'y a que la moitié de la classe. Donc, et puis une toute petite minorité commence à comprendre un peu mieux le fonctionnement de la cellule. Mais n'empêche qu'on a une dizaine d'élèves qui ont 10 ans et qui arrivent à comprendre des relations d'interdépendance de la seigneurie, que moi j'ai toujours vu les élèves de 5e dans les cours que j'ai observés avoir beaucoup de mal à comprendre, en fait. Alors 4e, ça je l'ai vu faire fonctionner dans la classe d'un de mes stagiaires. Vous voyez là encore le basculement. Il est possible que pour l'élève qui dit il y a des Africains qui vendent des Noirs, il repense à ce qu'ils ont vu en 5e sur le fait que les souverains d'Afrique occidentale vendaient des esclaves aux Européens. Mais il ne le dit pas, donc j'en suis réduite à une hypothèse d'interprétation. Peut-être que c'est en fait quelque chose qui va faire lien avec quelque chose qu'il savait déjà. Mais il y a une vraie difficulté pour les élèves à comprendre qui est le marchand de doré. Et à comprendre que leur représentation de la traite atlantique, c'est pas du tout qu'il y a des Noirs qui vendent. C'est avant tout que ce sont des Européens qui s'emparent d'eux et puis qui partent avec. Donc voilà. Donc, ceci pour dire, sur des exemples assez différents, on se rend compte que ça peut fonctionner. Mais à chaque fois, il faut laisser le temps aux élèves de réfléchir, il ne faut pas leur apporter la réponse. Dans aucun des cas que je vous ai présentés, l'enseignant me donne la réponse. Par exemple, quand il dit non, non, je ne me suis pas trompé, il n'explique pas pourquoi il dit qu'il ne s'est pas trompé. Il laisse les élèves se débrouiller de leur faire. De même là, il leur demande de caractériser le personnage de droite. Il attend qu'il y ait des élèves qui disent mais c'est où pour donner l'information, c'est là. Et là, ah ben, le marchand de doré, finalement, il est en Afrique. Bon. Voilà, donc, du coup, et toutes celles que je vous ai montrées là peuvent apparaître comme des situations problèmes. J'ai essayé d'attraper situations problèmes et questions socialement vives, et j'ai fait quelque chose que je n'ai pas encore fait, en fait. C'est essayer de montrer que finalement, même si ce sont deux types de questions différentes, ça fonctionne de façon extrêmement proche. Alors, les connaissances, bon, moi je pars du principe que c'est ce qui aide à trouver des solutions aux problèmes, et c'est même d'ailleurs comme ça que les connaissances contribuent à construire des compétences, parce que justement, elles permettent de trouver des solutions aux problèmes. Donc, j'ai mis 3 références, Dewey, Bachelard, Fabre, l'enquête, la critique de l'évidence pour Bachelard, et la construction du sens dans la réflexion sur la question pour Fabre. Et du coup, ça renvoie effectivement à la question des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a le transposé, il devrait être plus bas. Là, il y a une erreur de positionnement sur ma diapo. Qu'est-ce qu'on a à l'école? On a des problèmes scolaires. Alors, les problèmes scolaires, ça, je veux dire, il y en a plein. Hein. Par exemple, situé sur une date, sur une frise chronologique. En fait, c'est un problème scolaire, au moins pour les élèves les plus jeunes, parce qu'il faut qu'ils arrivent à se débrouiller de l'échelle, etc. Bon. Mais dans la vie quotidienne, c'est quand même assez rare qu'on ait à situer une date sur une frise chronologique. Sauf peut-être si on a un père professeur d'histoire, je ne sais pas, mais en dehors de cas pareil, je pense que ça ne se fait pas trop. On peut avoir des problèmes sociaux transposés. Ça commence très très jeune, par exemple, je ne sais pas si nous, ça se passe de la même façon au niveau qu'on appelle en France la maternelle, en fin de maternelle ou en début de cours préparatoire. On demande aux élèves qui ne font pas encore d'histoire à ce moment-là de commencer à situer leurs parents et leurs grands-parents par rapport à des événements. Et ça, c'est un problème social, effectivement, parce que transposer, parce qu'effectivement, ça amène éventuellement à se demander, mais quels événements ils ont vécu? Tiens, est-ce que mes parents ont vécu, je ne sais pas, telle guerre? Est-ce que mes parents ont vécu dans les guerres récentes? Hein,
ici? Est-ce que mes parents ont vécu tel changement politique, etc. Donc, ça peut correspondre effectivement, pour des enfants très jeunes, à une forme de problème social qu'ils peuvent rencontrer aussi à un moment ou à un autre. Alors évidemment, ça peut aller jusqu'à des problèmes sociaux beaucoup plus importants, du genre comment faut-il aménager cette friche industrielle? Je travaille avec des enseignants qui font travailler leurs élèves sur des questions de ce type. Ah, voilà, on a une friche industrielle, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ou encore, autre exemple de problème social, qu'est-ce qu'il faut commémorer? Et quel événement faut-il commémorer? Faut-il commémorer tel événement? Donc là, on est dans des problèmes sociaux qui peuvent effectivement être transposés à l'école. Et puis, des problèmes scientifiques qui peuvent aussi être transposés. Alors, un cas type assez fréquent, si j'en prends un en histoire, c'est quand commence et quand se termine tel événement. Et ça, c'est un vrai problème d'historien, parce qu'on peut avoir le cas d'événements relativement faciles à situer, encore que, par exemple, si je prends les plaines d'Abraham, je ne sais pas si je ne viendrai pas jusqu'au XXe siècle en voyant comment la mémoire joue sur les plaines d'Abraham pour caractériser l'événement. Mon collègue Les Tourneaux, je pense qu'il ne serait pas complètement hostile à cette façon de voir l'événement. Mais ça peut être aussi, par exemple, quand se termine la Révolution française. C'est une vraie question d'historien, vu le nombre d'historiens qui ont bossé là-dessus. Ou encore le Moyen-Âge, ou moi quelque chose sur quoi j'avais fait travailler mes élèves, quand j'avais encore des élèves, par exemple, c'était quelles sont finalement les dates de la Deuxième Guerre mondiale. En commençant en Asie, et où d'ailleurs le traité de paix Chine-Japon pas signé. Donc. Et effectivement, en incluant tous les belligérants, ce qui fait un paquet de dates qui met à mal l'idée que c'est 39-40 le début, en fait. Donc, du coup, ça les amenait à réfléchir un peu sur ce que ça voulait dire dater une guerre mondiale, par rapport à dater une guerre nationale, si j'ose dire. Donc voilà, des choses comme ça, on a ces types de problèmes. Il me semble que si on veut former des citoyens et atteindre les finalités éthiques et civiques, il faut donner une vraie place aux problèmes sociaux. Et pour les finalités intellectuelles, les problèmes scientifiques sont aussi utiles que les problèmes sociaux. Mais a priori, si on se contente de travailler des problèmes scolaires, je ne suis pas sûre qu'en histoire ou en géographie, les élèves les reconnaissent comme des problèmes. À la différence de ce qui se passe en mathématiques, ou même à la différence de ce qui se passe en physique ou en chimie, où les problèmes sociaux sont quand même pas très très fréquents. En biologie, je dirais pas ça, mais voilà. Donc du coup, quand je parle de problèmes et dans la suite, moi je vais parler essentiellement de transposition de problèmes sociaux, de problèmes scientifiques. Les situations de problèmes ou les questions socialement vives sont pour moi la transposition, pas au sens chevalard du terme, la transformation de problèmes sociaux et de problèmes ou de problèmes scientifiques. Donc, deux définitions, vous connaissez sans doute, donc je ne vais peut-être pas les commenter, sauf réaction ou question. Bachand, on n'a pas les diapos, il ne voit pas les diapos. Qu'est-ce qui se passe? Charles-Antoine a dessus qui était oui, évidemment, s'ils n'ont pas les diapos, c'est bien quand je dis regardez donc les définitions qui sont marquées sur les diapos. C'est un vrai problème, ça. Bon, je peux au moins les lire, oui, mais ça ne résoudra pas leurs problèmes. Merci de donner quelques indications sur leur contenu. Oui, grazie. Non, je refuse de... C'est grazie, c'est ça? Il faut que je traduise en italien? Non, c'est possible. Une situation problème. Alors, je reprends la définition de Guyon, Mousseau et Tutu-Guyon. Une situation de problème associe une activité de l'élève, c'est-à-dire que c'est l'élève qui travaille, qui répond à un besoin, donc il faut que ce soit l'élève qui se pose un problème, et il a besoin d'un certain savoir-faire, parce que sans quoi il n'y arrivera pas, donc ça d'accord, et l'enseignant a défini des objectifs pour caractériser l'apprentissage. Mais fondamentalement pour l'élève, ces objectifs ne lui sont pas donnés. On est sur un enseignement implicite quand on est dans une situation de problème. Et en fait, la situation de problème prend en général la forme d'une énigme.
Alors, pas forcément par rapport au passé, pas forcément par rapport à ses représentations sociales, etc. Mais il y a toujours une énigme, un défi qui pose problème. Ce que les élèves acceptent très bien. D'une part parce que c'est pas inintéressant. Alors il y a les amateurs de policiers, mais surtout ils sont très habitués avec les jeux, à se confronter à ces moments où là il faut effectivement résoudre une énigme pour avancer. Et donc du coup ils le prennent peut-être un peu de façon ludique, sauf que pour l'enseignant c'est pas fait pour les motiver, c'est fait pour qu'ils apprennent. Je dirais la motivation c'est la cerise sur le gâteau, mais fondamentalement il ne s'agit pas de faire quelque chose dont on va se dire « Oh, bah ça c'est bien, ça va les motiver ». Il s'agit de faire quelque chose dont on va dire « Là, ils vont apprendre ». La question socialement, est-ce que ça suffit comme explication pour ceux qui ne voient pas la diapo? Yes, non, ou yep, quelque chose, quoi. Pardon. On va simplement partager le lien pour qu'ils puissent le télécharger immédiatement. C'est ça, donc le lien est maintenant dans la description pour pouvoir télécharger les diapos. Mais Kevin, lui, les voyait. Ah bon. Alors, une question socialement vive. Alors, je reprends la définition de Le Gardez dans Le Gardez et Simoneau 2006. Hein. Elle est triplement vive. Là, j'attire votre attention parce que Humbert, lui, dit elle est vive soit dans le champ scientifique, soit dans le champ social, soit à l'école. Non, Le Gardez a mal lu Simoneau. Et ça, c'est sa propre définition. Si c'est la définition de Le Gardez et Simoneau, elle est à la fois vive dans le champ de la société et dans le champ scientifique et possiblement à l'école. Et elle pose un vrai problème à l'enseignant parce que justement, comme elle est vive dans le champ scientifique, l'enseignant ne peut pas s'en tirer en disant la vérité des savoirs scientifiques. Parce qu'il n'y a pas de consensus. Parce qu'il y a pluralité d'interprétation. Et donc, du coup, soit l'enseignant en choisit une, bon, ok, soit lorsqu'il va chercher un petit peu ce qui est pertinent pour répondre aux débats qui peuvent se poser, eh bien, il va en fait être confronté à des savoirs variés. Alors, le cas type, c'est évidemment le développement durable, hein, sur lequel j'ai travaillé, parce que là, bonjour les savoirs non stabilisés, mais on a ça aussi sur des questions de mémoire. Et puis, on a ça sur toute une série de questions d'histoire pour lesquelles il n'y a pas consensus entre historiens, ce qui est le mode normal de fonctionnement d'une science. Et moi, ce que je mets l'accent en plus sur le fait qu'ils sont impliqués des valeurs, ils sont impliqués des choix, des émotions, des intérêts, des enjeux. Et que si la question est vive pour un groupe, c'est parce que quelque part, y répondre engage son avenir. Et donc, du coup, seraient vives pour les élèves des questions qui engagent leur identité. Alors ça, on en a pléthore en France. Ou qui engagent leur avenir, ce qui correspond bien à une de leurs préoccupations en général. Qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que sera l'avenir, etc. Ce qui est une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup d'élèves, effectivement, la question du développement durable ou de la soutenabilité, c'est une vraie question de vie, parce que pour eux, c'est leur avenir qui est derrière. Les questions d'histoire, c'est plus les questions qui vont jouer sur leur identité ou sur les valeurs auxquelles ils adhèrent, qui vont devenir pour eux des questions. C'est-à-dire qu'une question vive pour les élèves, il faut vraiment réfléchir pour savoir quelle elle va être. Parce qu'il n'y a pas du tout d'évidence à ce que ce qui est vif dans la société ou pour les enseignants soit vif pour les élèves. Alors, j'ai essayé donc de prendre ces situations qui sont de nature différente. Sauf qu'il y a controverse, éventuellement, débat, discussion. Et puis, j'ai essayé de voir ce qui me semblait absolument commun aux deux. Bon, la première chose, bon, je laisse de côté le fait qu'il faut un dossier de document, il faut qu'il travaille sur quelque chose. Hein. Donc, il faut des documents, ou il faut qu'ils aient fait une recherche, enfin, il faut qu'ils aient un petit corpus sur lequel travailler. Mais ce qui est important, c'est que ce corpus ne donne pas la réponse à la question qu'on leur pose. Si la réponse est dans le corpus, ils sont pas fous, ils vont faire leur métier d'élève correctement. D'ailleurs, en général, ils commencent comme ça, ils cherchent quelle est la réponse qui est dans les documents. Et puis évidemment, si on a bien fait son dossier de documents, ils ne la trouvent pas. Et là, c'est l'horreur.
Il faut se mettre à réfléchir. Donc, la première chose, la chose la plus importante, c'est qu'il faut justement que les élèves construisent les problèmes. Ce que les didacticiens appellent la dévolution du problème. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans la question. Le problème, il est dans la formulation que vont en faire les élèves pour arriver à répondre à la question. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure sur les paysans, comment les paysans acceptent-ils de construire et d'entretenir le château fort? Pour les élèves, dans la première fois, il n'y a pas de problème, puisque c'est simple, le seigneur a les armes, il a la force, donc il n'y a pas de problème, il va contraindre le paysan à. Le problème va commencer à être construit quand ils vont réaliser que le seigneur ne peut pas tuer tous les paysans. Parce que s'il tue tous les paysans, il se retrouve dans une situation impossible. Et là, du coup, il va falloir qu'ils comprennent que non, c'est pas la force, ça suffit pas, ça ne permettra pas. Et donc, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment construire le problème, comment les paysans peuvent-ils accepter, alors que, s'ils disent non, qu'est-ce qu'ils risquent? Bon. Et du coup, ça va les amener à repenser les relations entre paysans. Et quels sont finalement, le problème va se déplacer de comment les paysans acceptent-ils à quelque chose qui va être, même s'ils ne le formulent pas comme ça, qu'est-ce que c'est finalement les relations entre les paysans et le seigneur? Donc il y a un déplacement de la question. Et à peu près à chaque fois qu'on a travaillé sur des situations de problème ou des questions vives, on voit bien qu'il y a un moment où la question se déplace. Et ce déplacement qui se fait dans le groupe d'élèves, petit groupe, éventuellement classe entière, il faut que ce soit les élèves qui le fassent. Une question en cache une autre, en quelque sorte, il faut qu'ils la trouvent. Et c'est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où vraiment il y a la construction des significations. Ce que montre très très bien Fabre, c'est que l'étape essentielle, c'est celle-là. C'est pas de trouver la réponse. Après, une fois qu'ils auront reformulé autrement la question, la réponse va venir. C'est d'arriver à reconstruire la question autrement. Après, les deux autres points sont importants, mais ils sont, je dirais, ils en découlent. C'est pour ça que je disais vraiment le plus important, c'est vraiment d'accepter, de faire en sorte que les élèves construisent le problème eux-mêmes. Il faut les rassurer, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Donc il faut leur dire qu'ils vont y arriver, que c'est normal qu'ils aient du mal, qu'on leur demande des efforts, mais oui, bien sûr, mais que si on les leur demande, c'est qu'ils sont capables de. Et il ne faut surtout pas les guider vers la bonne réponse. Sinon, on perd tout l'intérêt de la situation. Et puis pour l'enseignant, après, tous les élèves, on le voyait bien aussi sur la situation seigneur paysan, tous les élèves n'arrivent pas au même résultat. Tous les élèves n'ont pas progressé de la même façon. Tous les élèves ne produisent pas la même réponse. C'est toujours le cas. Je ne connais pas de cas où dans une classe, tous les élèves font exactement le même apprentissage. Mais en général, on s'en rend compte au moment où on corrige les copies. Là, on s'en rend compte quand on commence à prendre en considération les réponses des élèves. Pour certains enseignants français, c'est très très difficile. Nous sommes dans une logique d'égalité des apprentissages, pas d'équité, d'égalité des apprentissages. Et il est donc extrêmement difficile d'accepter que les élèves aient la même réponse. Mais en même temps, au moins ce qu'ils arrivent à faire, ça reste extrêmement longtemps. Je vais dire quelque chose qui est une pure anecdote, mais j'avais travaillé au début des années 90, les années 90, ou 90, 90, avec des étudiants, enfin des élèves sur l'identité polonaise. Avec une situation de problème qui était en apparence extrêmement simple, qui était qu'est-ce qu'on appelle polonais, ceux qui habitent en Pologne, ou ceux, oui, qu'est-ce qui se passe, ou ceux qui finalement se réclament d'une identité polonaise, quel que soit l'endroit où ils vivent. Inutile de dire que les Polonais, j'étais en banlieue parisienne, c'était pas leur truc. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ils sont arrivés, du coup, à des définitions de ce que c'était qu'une nation, de ce que c'était qu'un État. Entre autres, d'ailleurs, grâce aussi à des élèves d'origine algérienne
pour qui la question qui se dit était transmise en qui se dit algérien finalement, etc. Donc ça avait vraiment bien fonctionné. Quelques années plus tard, je croise une de ces élèves qui me saute au cou, me dit « Ah, je suis contente de vous revoir, blabla. » Bon. Ah oui, je me souviens, on a travaillé toute l'année sur la Pologne. Je la regarde, c'était 1 heure. 1 heure. On travaillait toute l'année sur la Pologne. Ah oui, mais j'ai compris plein de trucs. Maintenant, je sais ce que c'est qu'une nation, vous savez, je m'en souviens encore. Et là, vous imaginez, au bout de 5 ans, 6 ans, quelqu'un qui vous sort ça. Je dis, bon, je ne lui ai pas demandé c'est quoi la définition, mais ça m'a dit quelque chose sur la durabilité, pour le coup, de ce type d'apprentissage. Par contre, c'est une prise de risque pour l'enseignant parce qu'il n'est plus du tout dans le savoir normé. Il n'est plus dans je leur donne ce qu'il faut qu'ils sachent et qu'ils me récitent au prochain contrôle, etc. Donc, on sort des habitudes. Alors, quelques exemples. À gauche, ce sont plutôt des situations de problème. Vous m'excuserez, mais c'est des cas France. Enfin, c'est ce qu'on étudie en France. Hein. Je pense qu'elle figure dans le petit bouquin que j'ai fait avec Yannick. À droite, c'est plutôt des questions socialement vives. Donc, je ne sais pas, avez-vous maintenant ce qu'ils ont maintenant la diapo, ou faut-il que je les lise? Ils ont libéré, donc ouais, je regarde vers la voie. Ah oui, ça va. Ça va. Celui qui se délai pas. Bon, ok. Donc, voilà, des exemples de questions. Alors, il faut imaginer à chaque fois 1 page, 2 pages maximum de documents. Hein. L'important, c'est pas la taille du dossier documentaire, c'est que le dossier doit donner à penser par rapport à ça. Mais il faut que ça tienne sur un temps bref. En général, on travaille entre 30 et 50 minutes maximum. Donc, il faut que le dossier puisse être lu à l'intérieur de ces 30 ou 50 minutes. Je me souviens de l'avoir vu dans Oui, ben là, je les ai reprises parce que soit ça avait été expérimenté, soit on changeait un peu la question, mais ça se rapprochait de quelque chose qui avait... Par exemple, la situation sur les dates de commémoration, il n'y avait pas la totalité des dates dans ce qui avait été expérimenté. Bon, là, j'ai mis toutes les dates. C'est sûr, il faut travailler, si on met toutes les dates, il faut justifier chacune des dates, donc ça fait un dossier beaucoup plus lourd. Donc on peut se contenter d'en mettre 3, 4, pour arriver à les faire réfléchir en prenant des dates suffisamment légitimes et contrastées pour que ça soit pertinent. Puisqu'on parlait tantôt de représentation sociale des enseignants par rapport à ce que peuvent faire les élèves, l'idée de cumul ou de base, de germination aussi. Est-ce que, justement, il y a une différence dans la quantité de documents à donner selon l'âge des élèves ou serait-il fondé des enseignants qui pensent en termes de cumul, de se dire qu'il faudrait mettre moins de documents, plus? Non. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les documents soient lisibles, compréhensibles par les élèves. Donc, c'est plus la nature des documents qui va changer, de façon à ce que la complexité d'un texte, par exemple, soit à la portée des élèves. Ils ont un effort intellectuel suffisamment grand à faire pour construire le problème ou se confronter à une controverse et essayer de se débrouiller de tout ça, pour pas en plus devoir faire un effort dans la compréhension des documents. Donc il faut que ce soit à leur portée. Et il faut aussi que le nombre de documents soit proportionné au temps de lecture à l'intérieur de l'intervalle que je vous donnais. Donc évidemment, ça peut faire que le nombre de documents change, mais il change plus aussi en fonction du temps qu'on va allouer à la situation. Et dans certains cas, je crois que j'avais vu fonctionner des situations où il n'y avait qu'un seul document suffisamment riche pour donner des informations sans donner la réponse. Et par contre, sur des situations, par exemple, avec, mettons, 2 pages de documents, il est extrêmement rare que les élèves s'emparent de tous les documents qui sont sur les 2 pages. Mais ça peut être intéressant parce qu'ils vont éventuellement s'appuyer plutôt sur l'un, justement pour construire le problème dans un groupe,
Et dans un autre cours, ils vont peut-être s'appuyer davantage sur un autre. Donc, c'est pas très grave s'ils ne les travaillent pas tous, mais ce sont des documents qui vont offrir des déclencheurs, en quelque sorte, de la réflexion. Après ça, sur l'école primaire, moi j'ai vu effectivement des situations à l'école primaire avec 3 documents textes. 3 documents textes assez courts. Évidemment, l'école primaire, elle ne veut pas lui donner... oui, par exemple, les situations qu'avait fait Kessas sur les croisades, il y avait un court récit de la prise de Jérusalem par les Francs, de la prise de Jérusalem vue par les musulmans. Bon, pareil, à chaque fois, c'était Satride. Hein. Et il me semble qu'il y avait aussi 2 autres documents. Il y avait un court récit du fait que, je crois que c'est Bède le Vénérable, avait traduit le Coran. Il me semble que c'est Bède. Vous m'excuserez, je fais peut-être une erreur. Hein, là. Et du fait que le sultan de Cordoue avait fait venir, je ne sais plus qui était un franc chrétien, pour qu'il vienne exposer quelque chose à la cour. Donc, de façon à montrer qu'il y avait des échanges aussi, et que ces échanges étaient des 2 côtés. Donc, c'était 4 textes, mais 4 textes de 5 lignes chacun, et sans difficulté dans la lecture du texte. À la limite, s'il y a une difficulté, là, le professeur peut la lever. Et qu'est-ce que tu penses que l'école de Stanford fait, on va l'appeler comme ça, mais Weinberg et tous les siens, c'est-à-dire d'adapter les textes en s'assurant, évidemment, il y a la traduction, je trouve, comme de raison, mais quasiment une traduction en langage ado 2015, si on est en 2015, et sans les marques de changement, par exemple, les petits points pour dire qu'on a coupé, tout ça, tout disparaît, ça devient tout lisse. Qu'est-ce que tu penses? Alors, par rapport à la situation problème, je pense que ce n'est pas forcément gênant de faire ce genre de choses. Par contre, moi, ce que j'ai conseillé à certains de mes étudiants, futurs enseignants, hein, c'est de faire 2 choses. D'une part, non, pas traduire en langage adolescent, mais faire ce que faisait Samuel Bourg il y a quelques années de ça, supprimer les mots de plus de 3 syllabes, supprimer les relatives, avoir des phrases, une phrase, une proposition, une phrase, une proposition, même si, bon, dans toute la mesure du possible, s'il y a vraiment un concept qui doit être conservé, on le conserve, mais on met au moins une note explicative, etc. Donc, de faciliter la compréhension du texte, mais une fois qu'ils auront bien travaillé là-dessus, de montrer aux élèves la version originale. La version originale, la version en langage original, pas forcément la version originale. Je vais chercher mon parchemin, etc. Et pour leur dire, pour leur montrer quand même sur quoi ils ont vraiment travaillé. Et ça, moi, j'ai vu des gens le faire à l'école élémentaire, sur les cahiers de doléances, par exemple, sur lesquels à peu près partout on travaille. Donc, effectivement, proposer une version rendue lisible à des élèves de CM1, donc des élèves qui ont 9-10 ans. Mais après, montrer, et au besoin d'ailleurs, montrer vraiment le document original, le document dans la langue originale. Ouais, il ne sait même pas le français, monsieur. C'est vraiment pas mal. Et après, quand ils l'ont montré, le document original avec l'écriture en plus. Et alors là, les historiens, ils sont forts quand même. Ils arrivent. Bon, mais pour une situation de problème, ça ne me gêne pas. Par contre, si le but, c'est de travailler sur un document historique. Oui, bon, si le but, c'est d'apprendre à établir les textes, c'est autre chose. Voilà, donc là, ce serait. C'est fin et moyen. Mais de toute façon, il faut bien voir que, par exemple, dans nos manuels en France, presque tous les textes presque tous les textes antérieurs au XIXe siècle sont traduits. Sinon, ils sont incompréhensibles. Et pas seulement les textes en langue étrangère. Ouais. Donc, voilà. Mais là, je pense que ça ne poserait pas de problème, a priori. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Par exemple, rien n'empêche non plus pour la deuxième, question socialement vive, est-il bienvenu que la municipalité de Lamentin érige une statue de Toussaint Louverture, que l'enseignant compose une biographie de Toussaint Louverture, dans laquelle il va y avoir tout, aussi bien le fait que lui-même a possédé des esclaves, que le fait que lui-même a voulu effectivement l'indépendance, a proclamé a repris les droits de l'homme, aussi bien le fait qu'il a imposé le travail forcé, que le fait qu'il a qu'il a été le premier noir à avoir un rôle politique important, de façon à ce que l'ambiguïté ressorte. Et ça sera plus facile de le faire
à travers une biographie composée par l'enseignant qu'à travers une juxtaposition de tas de petits bouts. Alors après, il y a d'autres documents, hein, mais voilà. Il faut donc être bien au clair avec les objectifs qu'on poursuit. Il faut être très au clair avec les objectifs qu'on poursuit. Parce que ce dossier de document, il est ce sur, à la fois, encore une fois, ce qui ne fournit pas la réponse, mais ce qui va déclencher la réflexion. Et si les élèves butent sur un texte qu'ils ne comprennent pas, ou sur une image qu'ils ne comprennent pas, il n'y a vraiment aucune chance que ça déclenche la réflexion, quand même. Et puis, il ne faut pas craindre non plus de s'embarquer dans des questions un peu piégeuses, parce qu'au XXe siècle, le travail féminin est-il un moyen d'émancipation? C'est quand même une question qui peut faire réagir assez vigoureusement dans la classe. Mais c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question, en fait. En France, on a pratiquement dans tous les manuels de première des doubles pages qui disent émancipation des femmes grâce au travail pendant la Première Guerre mondiale, en laissant de côté le fait que toutes les lois sociales ont été suspendues par la guerre, à la fois parce que c'était la guerre et parce que c'était des femmes. Donc voilà, on a des éléments comme ça qui font qu'on a une espèce de lecture mythifiée. Et voilà, la question de l'aliénation, finalement, elle n'est jamais posée. Elle est posée pour les ouvriers en général, mais elle n'est jamais posée, bizarrement, quand les ouvriers sont des femmes. C'est ce qui est quand même étonnant, quelque part. Donc c'est assez intéressant de travailler là-dessus. Et puis, ça produit finalement des apprentissages factuels ou notionnels. Par exemple, quand on travaille là-dessus, sur la première, sur les deux, sur Louis XIV et Louis XVI, ben, on travaille finalement sur ce que c'est que la monarchie absolue. Et le fait que la monarchie absolue n'est pas ce roi. Ce n'est pas le pouvoir absolu du roi, c'est faux. Ou ici, ça va permettre aux élèves de mémoriser un certain nombre de faits concernant les voyages, de dates concernant les voyages. Alors, ça fait partie des objectifs, ce n'est pas forcément au cœur. Hein, parce que là, ça fait aussi réfléchir finalement au ressort de la géopolitique, même si c'est une géopolitique du XVIe siècle, en l'occurrence. Ici, ça fait réfléchir sur un concept. Là, c'est vraiment au cœur. Ces questions-là n'ont d'intérêt que pour que les élèves maîtrisent ce que c'est que la monarchie absolue. Cette question-là n'a pas d'intérêt exclusivement pour que les élèves apprennent des dates. Mais ça va être un produit secondaire, si je puis dire. Je continue. Alors, quelques exemples de situations. Bon, celle-là, vous la retrouverez dans Douceau. Alors, c'est assez intéressant parce que, en fait, les élèves travaillent en partie avec une chronologie du manuel, des choses très, très simples. Je veux dire, l'enseignant n'a pas construit un dossier documentaire très, très compliqué. En fait, tout le défi vient de la dernière ligne et de la dernière colonne, qui n'ont pas de nom. Et donc, les élèves travaillent avec la consigne, effectivement, d'arriver à caser tous les états. Et ils ont à la fois le droit et l'obligation de remplir la dernière colonne et de remplir la dernière ligne en leur donnant des titres. Donc, il n'y a absolument pas, apparemment, dans les consignes de travail, de problème. Un tableau d'entrée dans lequel on doit placer des états, je veux dire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'évidemment, ils vont se confronter à des situations qui sont ni bloc de l'Est, ni bloc de l'Ouest, ni colons, ni colonies, ni colonisateurs. Et du coup, au moment de la discussion collective, Douceau relève que ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on ne part pas sur c'est vrai ou c'est faux, on part sur justifie. Justifie. Alors, l'enseignant le fait, et les élèves s'approprient ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui répond, l'autre qui n'est pas d'accord, il demande de justifier. Et donc, voilà des exemples de problèmes construits par les élèves. Sur le cas de la Chine, qu'est-ce qu'on fait de la Chine? Est-ce que c'est une colonie? C'est pas un colonisateur. Enfin, d'après ce qu'ils ont, ils ne la mettent pas comme colonisateur. Mais est-ce que c'est une colonie? Et elle a été occupée par les Japonais, elle a été partiellement dominée par les Occidentaux, oui, mais en même temps, le territoire, etc. Donc, il y a une vraie réflexion des élèves sur le sens du concept de colonisation, de colonie, de métropole. Autre problème, les États-Unis. Ils ont été colonies à un moment. Donc, est-ce que ça compte?
Est-ce que ça compte, puisqu'ils ont été colonisés? Ah ben oui, mais en même temps, ils sont colonisateurs. Bon, il y a toute la question des Philippines. Bon. Donc, du coup, à quelle échelle on se place? Est-ce qu'on se place sur plusieurs siècles? Donc, les États-Unis vont être dans deux lignes. Est-ce qu'on se place simplement sur l'époque récente, enfin, etc. Donc, il y a une vraie réflexion. En fait, peu importe finalement la réponse qu'ils donnent, ils sont en train de réfléchir sur les temporalités historiques et à quoi ça sert. Et puis, alors il y en a qui avaient mis la ligne ni l'un ni l'autre, et puis ni l'un ni l'autre. Et puis, il y en a une qui dit, ben non, moi, ce que j'ai mis, c'est anti-colonisateur. C'est pas ni-ni, c'est anti-colonisateur. Et du coup, il faut les mettre, on y met les États-Unis, on y met l'URSS, oui, mais on peut y mettre l'Inde ou la Chine aussi. Et donc, du coup, ça les amène à réfléchir sur le fait que la dernière colonne ni-ni, celle qui sera les non-alignés, hein, en fait, on peut être non-aligné parce qu'on est dans l'opposition à la colonisation et on peut avoir des colonies qui basculent du coup dans autre chose. Donc il y a une vraie réflexion sur comment on interprète finalement les choses. Et franchement, d'après ce que dit Sylvain, c'est une classe de troisième, une grande banalité. Mais voilà, les élèves comme ça, imaginez des élèves qui ont 14-15 ans et qui se prennent la tête pour savoir ce que c'est que le mouvement des non-alignés, ce que ça veut dire coloniser, oui, et sur quelle période on se place. On a quelque chose qui fait qu'ils s'emparent d'un tableau, donc de quelque chose apparemment de très neutre et banal, pour en faire, en fait, le support d'une construction de problème. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour l'enseignant. Alors, voilà un autre exemple, on va passer cette fois à Laurence de Kock, sur la décolonisation de la Tunisie. Donc là, je vous laisse lire. Précédente, il fallait quand même que j'explique un peu le fonctionnement parce que c'était un peu compliqué. Bon. Donc, alors c'est un travail, en fait, c'est extrêmement facile à faire pour l'enseignant, parce que les documents sont faciles à trouver. Il y a en fait 2, maximum 3 documents par groupe. Hein. C'est pas ça le plus important. Mais quand ils sont, alors qui a raison? Là, il y a une vraie discussion sur finalement qui écrit l'histoire. Ah ben oui, mais c'est forcément les Tunisiens parce que c'est leur histoire. Comment ça? Enfin, je vous laisse imaginer le débat. Là, on est à la fois sur une question du type situation-problème, parce que justement, la situation-problème, elle consiste dans le fait de travailler à partir de récits qui sont totalement hétérogènes, voire inconciliables. Et en même temps, vous devinez bien que dans certaines classes françaises, c'est une question socialement vive. Même si ce ne sont pas des descendants de Tunisiens, les descendants à 2, 3 générations d'Algériens, de Maghrébins, de Marocains peuvent parfaitement s'emparer de ça pour poser vraiment des questions beaucoup plus personnelles, je dirais, sur finalement qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que notre histoire. Est-ce que lorsque les dossiers sont présentés aux élèves, est-ce qu'ils sont identifiés selon les points de vue où l'élève par lui-même est amené à le découvrir, soit par lui-même ou par l'enseignant? Non, c'est pas marqué vision française de la décolonisation. Okay, c'est l'indépendance de la Tunisie. Bah, on va pas tous travailler sur les mêmes textes. Vous avez ces textes-là. Et c'est au moment où ils sont en train de dire les choses. Alors certains ont réalisé qu'ils n'avaient que des textes français et qu'ils n'avaient que des textes tunisiens quand même. Hein. Mais on ne leur dit pas, vous avez la version mémorielle. Les seuls à qui on va dire quelque chose, c'est ceux si je me souviens bien de ce qu'on m'avait raconté Laurence, parce que je ne pense pas qu'elle l'ait mis dans sa publi, le groupe D, qui quand même dit pourquoi tu nous donnes des choses de 1960 à 2000, alors qu'on est en train de travailler sur l'indépendance de la Tunisie dans les années 50.
donc là qui s'interroge un peu et à qui elle dit c'est parce que vous allez voir comment ça devient, enfin ce que ça devient après et comment c'est réfléchi après. Mais en dehors de ça, non. Et le troisième temps est à la fois très nécessaire et extrêmement difficile pour les élèves. Extrêmement difficile pour les élèves. Donc là, pour le troisième temps, il ne faut pas attendre un récit normé qui serait le bon récit qu'ils auraient tous à apprendre. En fait, ce qu'on va évaluer, c'est comment ils ont réussi, à l'intérieur souvent de leur premier récit à partir de leur document, à intégrer, mais par contre, d'autres pensent que. Ou plus tard, on dira que. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils aient réussi à faire un récit polyphonique, en quelque sorte, qu'ils aient commencé une orchestration des voix qui montre qu'ils ont intégré le fait que le même événement pouvait faire l'objet de récits opposés. Donc du coup, le but n'est pas ni d'avoir un quatrième temps où le prof dit « je vais vous donner le bon récit que vous allez devoir apprendre pour la fois suivante ». C'est pas ça le but du jeu. Ont-ils la possibilité, j'ai ce numéro-là de Clio, mais je ne me souviens pas de cet article-là, mais je suis Mme Decas. Ont-ils la possibilité en construisant leur récit, d'en venir à, même s'il n'y a pas de bonne vision, comme celle qui est demandée, qui est attendue, de décider, eux, quelle serait la bonne vision, c'est-à-dire d'analyser les différents témoignages, de les comparer par rapport à leurs valeurs, d'avoir des indicateurs, des critères, mais ont-ils ce genre de possibilités? Je ne pense pas que Laurence l'ait écrit dans l'article du cartable. Très honnêtement, je ne pense pas que les élèves vont forcément arriver, sauf s'ils sont entraînés, à dire « moi je pense que ». Simplement, le récit qu'ils vont produire risque tout à fait, surtout qu'il est produit collectivement par un groupe, risque tout à fait de vouloir dire notre interprétation, c'est ça. Mais il est extrêmement difficile, encore que Laurence, de ce point de vue-là, c'est quand même quelqu'un de très différent, là encore, du prof moyen, il est quasiment impossible, je rectifie, c'est pas que c'est très difficile, il est quasiment impossible pour un professeur d'histoire-géographie français normalement constitué d'accepter que l'élève dise « moi je pense que ». Ceux que j'ai connus qui le faisaient, c'était des gens qui étaient engagés dans des innovations, c'était des gens qui avaient déjà un regard critique sur le fonctionnement usuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait introduit en France l'argumentation, le texte argumenté en histoire-géographie, et ça avait semé une panique incroyable chez les enseignants qui disaient « mais c'est pas possible qu'ils argumentent, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas dire « je ». Ils ne peuvent pas dire « je pense que ». Alors en français, les élèves apprenaient à argumenter. On leur disait « mais il faut que vous disiez « je », quelle est votre position, sur quoi vous la soutenez, etc. » Et en histoire-géographie, c'était devenu restituer finalement le discours magistral avec les arguments qu'avait avancé l'enseignant, qui ne dit non pas non plus « moi je pense que ». Mais oui, mais même s'il y avait un effacement de la personne qui parle, donc il n'y a pas d'élocuteur qui est exprimé, mais est-ce qu'il est quand même possible d'infliger avec ce genre de dispositif-là, ce genre de milieu didactique-là, qu'il y ait une argumentation, un argumentaire, une évaluation des positions exprimées, des idées. J'imagine, mettons... Qu'est-ce qu'on entend par évaluation? Je vais donner un autre exemple alors. Non, parce que l'enseignant puisse autoriser des positions, que l'enseignant puisse demander que si position il y a, elle soit argumentée. Probante, ouais. Bon. Personnellement, comme formatrice, comme ex-enseignante, comme chercheur, je n'y vois strictement aucun inconvénient. J'estime que l'histoire-géographie, ça doit apprendre à penser, et qu'on ne peut pas penser sans dire « je ». Que nous avons été totalement déformés par la façon d'écrire de nos pères fondateurs, historiens et géographes, qui masquaient leur prise de position derrière une fausse neutralité de l'écriture. Bon, heureusement, il y en a quand même pas mal qui en sont sortis maintenant. Mais du coup, le jeu est nécessaire, nécessaire en fait, de penser simplement. Mais que par ailleurs, on fasse ça tout le temps, dans le cadre français, on mettra les élèves en difficulté à l'examen. Parce qu'à l'examen, ils n'ont pas le droit. Oui, mais tout ce que je me dis, c'est, admettons qu'on leur demande de lire différents textes qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale et il y a Faurisson là-dedans. Alors, si on fait un patchwork, une courte pointe, on met tous les points de vue à égalité.
Peu importe les preuves qu'ils amènent, on a quand même quelque chose qui est contestable. Moi, j'ai quand même un principe, en tout cas comme formatrice. On ne débat pas de ce qui est contraire au monde. J'ai eu un jour comme ça, où encore anecdote, j'ai un étudiant qui arrive en me disant « Ah, j'ai une super bonne idée, je vais faire débattre les élèves de la Shoah. On va débattre. Alors, en plus, j'étais à Saint-Étienne, donc juste à côté de Lyon, quoi. On va débattre pour savoir si la Shoah, ça a eu lieu ou pas. Et là, c'est clair, non. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas matière à débat. Lorsqu'on est sur de la falsification, pas matière à débat. Le débat suppose quand même que les positions en présence aient une vraie légitimité. Pas seulement du point de vue des valeurs, du point de vue de la véracité historique aussi. Fourisson, excuse-moi, mais il n'est pas franchement dans la véracité. Absolument, mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il faudrait qu'ils puissent se confronter à ça, parce qu'ils les entendent quand même, ce point de vue faux-là, il faudrait qu'ils puissent les démasquer ou enfin, voir leur fausseté. Si on les leur donne jamais, c'est toujours de bons exemples qu'on donne pour mettre ensemble. Moi, dans ce cas-là, je préférerais travailler, si j'étais encore enseignante du secondaire, je préférerais travailler pas du tout sur ce genre de dossier. Ça pourrait être un autre dossier, oui. Non, mais je veux dire, le risque, c'est le risque de relativisme. C'est une des dérives qu'il faut absolument éviter sur les situations, sur les questions socialement vives. Et sur les situations problèmes aussi. Sur les situations problèmes, si tu es dans le relativisme, tu n'as pas de problème puisque à chacun son opinion. Bon. Si tu es sur une question socialement vive, la dérive relativiste, c'est effectivement de dire, bon, chacun ses idées, et puis voilà, on fera les choix quand on voudra. Dans ce cas de Tunisie, n'existe-t-il pas le risque du relativisme si on n'oblige pas qu'il y ait une argumentation probante? Moi, j'ai pas l'impression, dans la mesure où les documents qui sont des documents donnés sont des documents valides. Mais non, c'est le prof qui a fait le travail au départ. C'est le prof qui fait le travail au départ. C'est-à-dire, on ne va pas donner un document délirant. On va donner des extraits qui sont des extraits d'acteurs dont le discours est valide. Dans ce cas-là, on va donner des extraits d'historiens, mais on va donner des extraits également valides, parce que c'est exactement comme d'autres types de situations où, par exemple, dans le dossier, il y a deux positions, mais il y a une position que les élèves vont immédiatement caractériser comme une position de quelqu'un de totalement réactionnaire, de quelqu'un d'opposé à la révolution, d'opposé aux droits de l'homme. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ils écartent purement et simplement ce discours-là en disant « celui-là, il dit n'importe quoi ». Et donc, il n'y a absolument plus de problème. Donc, il faut que les textes que l'on donne soient valides pour les élèves, soient valides pour les élèves. Et pour revenir à la question que tu posais, moi, j'aimerais mieux monter une situation pour que les élèves arrivent à comprendre pourquoi ce type de discours existe dans la France de la fin du XXe siècle, par exemple, ou d'ailleurs du début du XXIe. C'est là-dessus que moi je focaliserai dans ce cas-là les choses. Pourquoi est-ce que dans notre société, il y a résurgence, il y a affirmation de ce type de discours? Et là, il y aurait peut-être un apprentissage, éventuellement critique. Mais je pense que du coup, la contextualisation, pour reprendre au début les idées de Fabre, en particulier sur le fait qu'il faut contextualiser les connaissances, la contextualisation d'un discours de type Fourisson, elle n'a pas à être faite sur la Deuxième Guerre mondiale, elle a à être faite sur le contexte dans lequel il est formulé. Donc il faut du coup glisser vers la fin du XXe siècle. Je me mets un peu du côté de l'enseignant. Oui. Les situations problèmes ou socialement vives que vous nous avez présentées, à un moment de la démarche, on donne la parole à l'élève. Il y a discussion, il y a mise en commun, il y a confrontation des idées. Est-ce que le défi pour l'enseignant ne se situe pas à ce moment-là? Je pense aux enseignants, est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'ils sont bien préparés à la gestion de ce moment qui est particulièrement important dans la situation de problème? Est-ce que nos maîtres sont préparés à enseigner, à faire apprendre de cette façon? Alors, pour vos maîtres, je ne risque pas de répondre. Je répondrai pour le cas de la France, ça dépend. Ce n'est pas une réponse très satisfaisante. Ça dépend énormément de leur tuteur de stage, de leur tuteur de stage sur le terrain, de la personne avec qui ils sont. Et ça dépend évidemment
de ce qu'ils ont en formation didactique, de leur superviseur de mémoire. Donc c'est extrêmement aléatoire. Forcément, la socialisation dans le métier, elle pousse vers ce que je vous ai montré au début, puisque c'est la forme dominante. Et dans ce cas-là, l'espace de liberté de parole des élèves est très, très limité. Un des biais par lequel on arrive quelquefois quand même à les inciter à faire ça, c'est en passant par la mise au travail de groupe. Parce que dans les groupes, les élèves ont ce temps au moins de liberté de parole. Et en même temps, l'enseignant n'a pas à gérer du coup une multitude de prises de parole qu'il aura du mal à dominer. Mais pensez bien aussi que nous, c'est encore plus difficile parce que nous, ils découvrent les élèves en 4e année d'université quand même. Hein. Avant, en général, ils n'ont pas vu beaucoup d'élèves. Moi, je sais que régulièrement, quand ils reviennent de leur premier stage de 15 jours, ce qui ressort à chaque fois, c'est, vous savez, madame, il y a des élèves. Oui. Bon, c'est-à-dire des élèves, au sens des élèves qui font pas forcément ce qu'on veut, qui prennent la parole, qui répondent pas forcément bien. Donc ça, c'est... Pour eux, de toute façon, là, il y a un problème. Du coup, on essaye de les aider à gérer cette parole, mais à la gérer, pas à la contraindre à la portion qu'on veut, quoi. Mais c'est effectivement difficile. Ceci dit, moi, j'ai vu aussi bien des très jeunes enseignants s'y risquer que des enseignants expérimentés sans pouvoir dire c'est plus facile pour l'un ou pour l'autre parce que l'enseignant très expérimenté il va être beaucoup plus souvent il va avoir un habitus professionnel qui va faire que ça va être plus difficile. Alors je vous montre ça quand même celui-là parce que j'avais trouvé ça, même s'il est vieux, enfin l'exemple est vieux, il y a Gouba aussi maintenant probablement. Parce que c'est un élève en situation d'échec scolaire. C'est un élève qui, à la fin de sa 3e de collège, sera orienté vers une classe professionnelle parce qu'on considère qu'il s'exprime mal en français, parce qu'on considère qu'il n'est pas capable de raisonner, etc. Et donc, il est confronté, alors c'est pareil, il y a 2 pages de documents, les petits-enfants des immigrés arrivés en France entre les 2 guerres peuvent-ils s'intégrer s'intégrer au point de devenir s'intégrer. Peut-il s'intégrer, enfin, devenir au point de devenir nationaliste. Ça s'est posé donc à la fin des années 80. Alors, au départ, il est sur l'idée que pour s'intégrer, il faut imiter les autres. Et puis, au fur et à mesure, alors il est dans un petit groupe qui discute, il y a un moment où ça bascule. Parce qu'il commence à se dire que, oui, mais si les immigrés s'intègrent, peut-être aussi qu'ils vont apporter des choses à la France. Et ça finit par, on pourrait se demander à quoi on doit s'intégrer. La France a reçu plein d'influences depuis très loin. Donc finalement, c'est quoi? Et son groupe a fini sur cette interrogation. C'est-à-dire que les immigrés peuvent peut-être s'intégrer, peut-être devenir nationalistes, mais finalement, c'est quoi la France? Et là, quand on se dit qu'on a des gamins en échec scolaire, qui ne savent pas réfléchir selon des normes usuelles, et qui arrivent à passer de faut imiter les autres à une vraie interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'identité de la France. Bon, d'accord, après, on ne lui fournit pas un brodel en lui disant tu vas avoir la réponse. Mais là, on se dit, bon, ce type de situation peut susciter la réflexion d'élèves qui ne sont pas, en général, stimulés. Et je vous renvoie à ce que je disais au début sur la différence que font les enseignants entre les questions faciles aux élèves en échec, les questions difficiles aux élèves. Yagouba, on ne lui aurait jamais posé ce genre de questions. Dans une classe normale. Si on aurait pensé que ça n'avait pas répondu. On lui aurait demandé qu'est-ce que c'est s'intégrer, il aurait répondu c'est imiter les autres, et puis on serait passé à la suite. Donc c'est aussi ce type de situation, même si on dit que l'enseignement implicite, c'est pas bon pour les élèves qui, etc., et qui sont en difficulté, qui ne voient pas où est l'enjeu. Moi, j'ai eu plutôt l'impression que les élèves en difficulté, si on a construit une situation dont ils peuvent s'emparer, sur laquelle ils peuvent construire une vraie... Parce que, en fait, la fin, c'est la construction du problème. C'est quoi la France? C'est quoi s'intégrer? C'est quoi la France? Bon. Et je pense qu'ils sont capables de... Bon, je retrouve mes postulats d'éducabilité, de c'est pas une affaire de don, etc. Tantôt, Alexandre a dit qu'on attention sur l'art.
Alors, On va essayer. ce qu'on identifie par l'analyse, bah, c'est ce qui ressortait peut-être un petit peu de ce que j'ai dit avant, les capacités à demander des justifications, à s'interroger, à mettre en question, donc des capacités critiques, en fait. La capacité à interpréter, mettre en relation, organiser les informations, ce qui va avec problématiser. Le raisonnement dialectique, ça c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans toutes ces situations. Ils apprennent à penser des choses opposées, ensemble. Une causalité complexe, même à des âges assez jeunes, des apprentissages factuels émotionnels, et parfois donc une prise en compte des valeurs. Donc des apprentissages qui sont quand même beaucoup plus riches que dans le travail de groupe, dans le travail collectif, beaucoup plus riches que ce qu'on a au quotidien. Seulement voilà, pour l'enseignant, alors c'est pas moi qui le dis, être rigoureux, créatif et exigeant, ce sont des gens comme Meren ou Leroux, mais j'adhère complètement à leurs analyses. Si on veut travailler sur des problèmes sociaux en histoire, ça veut dire qu'il va falloir aussi réfléchir aux enjeux du présent relatifs au passé. Parce que c'est là qu'on va avoir des questions socialement vives, l'origine de certains faits, l'analogie entre certains événements et d'autres. Par exemple, nous, j'ai eu une étudiante qui a fait travailler ses élèves sur l'édit de Caracalla, accorder la citoyenneté aux barbares, aux étrangers. Je peux vous dire que c'est une question socialement vive. Pas tellement pour... Enfin, si, dans l'Empire romain aussi, ça a été une question socialement vive. Et alors, elle avait trouvé des discours de sénateurs. C'était extraordinaire parce qu'on voyait derrière les arguments des sénateurs des arguments contemporains. Donc, c'était parfait. Hein, et puis, les usages publics de l'histoire, chers à pas mal de mes collègues, ça demande beaucoup de temps de préparation. Ouais. Surtout au début, quand on n'a pas l'habitude. Par contre, en classe, non, ça se gère, bon, sauf dérapage, mais ne pas donner tous les savoirs avant. Donc en fait, on gagne aussi un peu de temps peut-être là-dessus, éviter l'endoctrinement et le relativisme, mettre à la portée des élèves, mais conserver une complexité, donc un dilemme de plus, laisser penser les élèves. J'aime bien l'approche de Tardif et Lessard sur la profession enseignante en termes de dilemme, je trouve que c'est vraiment très très juste. Prévoir que la situation puisse échapper sur les questions socialement vives, et si possible, les moyens d'y faire face qui ne soient surtout pas prenez une feuille de papier. Donc c'est très très exigeant pour l'enseignant. Et ça demande avant tout, je vais essayer de retrouver la citation je crois que c'est de Meren. La première condition, c'est de Meren Schumacher, un certain état d'esprit, vouloir que les élèves apprennent quelque chose qui ait du sens pour eux, croire qu'ils sont tous capables d'apprendre pour eux-mêmes et avoir une grande rigueur dans la définition des tâches et des conditions d'exécution. Et Anne Leroux parle d'intelligence créatrice de l'enseignant. Le bon enseignant, c'est celui pour elle qui a une intelligence créatrice, et j'adhérerais assez bien à cette exigence-là. En même temps, quand on a pris l'habitude de construire des situations de problème, même si on n'en fait pas tous les jours, hein, on en fait pour les apprentissages qui en valent la peine, bien entendu, et qu'on se rend compte des résultats, d'une part, on acquiert progressivement une expérience qui fait qu'on les fait plus facilement, tout simplement, comme pour tout. Et d'autre part aussi, les résultats sont extrêmement stimulants. Extrêmement stimulants. Et moi, j'ai vu des décrocheurs travailler sur des situations de ce type, à laquelle je venais voir à la fin en disant, mais d'habitude, quand tu es là, tu fais rien, quoi. Ah ouais, mais là, c'était intéressant. Merci. Je l'apprécie beaucoup. Bon. Donc, vraiment, des gens qui se prennent au jeu là-dessus, et on se rend compte, et ça, c'est pas le moindre quand même des apports, que les jugements qu'on avait pu porter pour eux n'étaient peut-être pas fondés. Parce qu'on avait porté un jugement en fonction d'un fonctionnement banal et ordinaire, et puis on les voit d'un seul coup s'investir, réfléchir, etc. Donc la volonté de faire progresser tous les élèves, donc les finalités intellectuelles, ça je pense que vous avez compris que c'était une de mes obsessions, une définition du métier qui accentue liberté, initiative, créativité, mais ça signifie accepter de changer ses pratiques, au moins par moment, accepter de changer sa posture et celle des élèves, puisque ce sont les élèves qui construisent des significations. L'enseignant n'est plus le maître de vérité. Donc il est le maître du jeu, mais il n'est pas le maître de vérité. Et le statut des savoirs n'est pas le même. On n'a pas des savoirs fermés, clos, exhaustifs, qu'on a bien construits et adaptés avant, puisque globalement, ce sont les élèves qui les vivent.
qui les apportent, qui les construisent, par des mises en relation, par des organisations. Donc on n'a pas du tout le même type de statut des salariés. Et là, on retombe sur ce que je disais dans d'autres conférences sur le changement de paradigme pédagogique. Je me suis rendu compte que depuis 20 ans, je travaille sur un changement de paradigme pédagogique. Voilà, je terminerai, je pense, là-dessus, avec quelques autres